D'abord que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir. Secret professionnel par Charles Dantzig. C'est un écrivain qui me fait penser à une écrevisse. Il est cambré, il est rouge. S'il est rouge, c'est pour 3 raisons. Premièrement, il se met souvent en colère. C'est un pamphlétaire. Deuxièmement, il est coquet. Il aime les redingotes cramoisies. Et d'ailleurs, cramoisi est un mot très à lui. Il a écrit une nouvelle qui s'intitule « Le rideau cramoisi ». Troisièmement, il porte du fard aux joues. Un jour où l'on pensait qu'il allait se présenter à l'Académie française, quelqu'un demande à Ernest Renan, qui était membre de l'Académie, « Dites, cher ami, il passe pour avoir des mœurs bizarres. Que va-t-il se passer si nous les lisons ?» Et Renan de répondre « Nous verrons ». C'est la manière catholique d'avoir l'air d'avoir de l'humour, je crois. On n'en a pas vraiment, mais on dit une chose banale avec un air de sous-entendu, et toute l'Église et sa ruse semblent parler finement derrière nous. L'écrivain dont je parle était catholique lui aussi, quoique d'une drôle de façon. En tout cas, d'une façon pas Renan, pas doucereuse, pas nuancée, une façon furieuse. Il proclamait qu'il était catholique, après d'ailleurs avoir été fortement athée, et écrivait des romans immoraux, en tout cas, si l'on se place du point de vue de l'Église. L'un s'intitule « Un prêtre marié ». Pour finir, cet écrivain aimait tellement la couleur rouge qu'il signait les envois de ses livres à l'encre rouge, le Y finissant son nom, ondulant comme une queue de serpent. Et du serpent, il avait le mordant, Jules Barbet d'Aurevilly. Barbet est principalement un romancier. J'ai mentionné Un prêtre marié, on connaît Une vieille maîtresse, Une histoire sans nom, Le chevalier des touches. Il a aussi laissé une correspondance très volumineuse. Les éditions Bartilla viennent d'en publier un volume séparé, Ses lettres avec Trébucien. Je reçois pour en parler Charles Fiquin, éditeur chez Bartilla, et qui publie cette édition. Charles Fiquin, avant de passer plus précisément à la correspondance de Barbet que je viens de mentionner, je voudrais que nous parlions de l'aspect moins connu de son talent, tous ses talents en dehors du Barbet romancier. Et un des premiers talents de Barbet méconnus est la poésie. En effet, il a publié quelques pièces, recueils, un poème en prose qu'il a écrit très jeune mais qu'il n'a publié qu'à la fin de sa vie, Amaïdé, qui est une sorte de réponse au centaure de son ami Maurice de Guérin. Mais pour parler de vers, il y a le recueil Poussière, où là, Barbet s'est vraiment livré à un exercice de versification authentique tel qu'on le pratiquait à l'époque du romantisme. Il y a un autre recueil, un peu moins connu, les rythmes oubliés, où là, il s'essaie à l'art du poème en prose, des paragraphes très ciselés. Le Barbet poète est assez méconnu, il n'en est pas moins intéressant. Dans ses lettres, d'ailleurs, il lui arrive de glisser des poèmes à ses correspondants. C'est sans doute un des versants de son œuvre qui reste encore aujourd'hui à explorer. Je voudrais vous citer un des vers, une strophe de Barbet dans un poème qui s'appelle Les Spectres et qui me paraît assez caractéristique. Vous les connaissez bien, ces amants des clairières, ces spectres revenant de la tombe transie sous la lune bleuâtre et ses pâles lumières. Ils dansent dans les cimetières, mais dans mon cœur, ils sont assis. Est-ce que la poésie de Barbet, c'est une poésie, vous parliez d'un poème de jeunesse tout à l'heure, une poésie acnéique, si je puis dire, comme certains écrivains qui font de la poésie comme de l'acné à l'adolescence, ou il a continué à en écrire adulte ? Je pense qu'il n'a jamais abandonné son ambition poétique, puisqu'il a réédité les recueils tout au long de sa vie, mais sans doute avait-il conscience que ce n'était pas dans cet exercice que s'exprimait le mieux son génie. En fait, et à travers la strophe que vous avez citée, on sent bien l'influence d'un romantisme un peu désuet, rallié au roman gothique, en quelque sorte, avec ses spectres. Barbet, comme beaucoup de gens de sa génération, a été très marqué par la lecture de Walter Scott. Et il y fait très souvent référence, et ces spectres pourraient évidemment s'inscrire dans le cadre d'un château en ruine en Écosse. D'ailleurs, je crois que certains critiques qui ont
La comparaison facile n'est pas toujours heureuse. L'appeler parfois le Walter Scott normand, ce qui est un peu stupide, non? Oui. Mais cela dit, le poème que j'ai cité finit par quelque chose qui est probablement très Barbet, qui est « Et n'apprends pas qu'il est dans ce cœur qui t'adore, un mur de morte entre nous ». Un mur de morte, il y a quand même une vivacité d'expression presque brutale qui est assez Barbet, non? Oui, bien entendu. Et puis dans cette évocation aussi des spectres, les romans de Barbet sont aussi hantés de fantômes, de personnages qui ont disparu, on ne sait pas qui sont devenus. Et on est aussi dans une imagerie qui n'est pas sans rappeler l'exposition actuelle au musée d'Orsay, l'Ange du Bizarre aussi. Alors, une autre partie méconnue aujourd'hui, en tout cas, car ça n'était pas le cas, je crois, de son vivant, de l'œuvre de Barbet, c'est la critique. Barbet écrivait dans les journaux, lui-même a rassemblé ses critiques dans une longue série intitulée Les œuvres et les hommes, et cette œuvre critique est d'ailleurs en cours de réédition aux Belles Lettres, dans une admirable édition par Pierre Glaude et Catherine Maillot. Alors l'œuvre de critique de Barbet d'Aurevilly n'a cessé d'être réhabilitée depuis une cinquantaine d'années. Il y avait eu une anthologie de Jacques Petit dans les années 60 en 2 volumes qui s'intitulait Le 19e siècle, qui remontait un peu plus haut aussi parce qu'on y voyait aussi les sources et les influences, Shakespeare notamment, mais aussi tout le 18e siècle et cet art de la conversation qu'il a essayé de transposer au 19e. Et il avait aussi un goût pour des contemporains, je pense à Stendhal, qui vous est cher aussi. Et cette œuvre de critique est vraiment redécouverte aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des critiques lumineuses, notamment lorsque Baudelaire publie Les Fleurs du Mal en 1857. Il est l'un des premiers à comprendre l'architecture secrète du recueil, à voir que c'était pas un simple recueil de poèmes mis bout à bout, mais qu'il y avait un début et une fin, et que c'était presque un voyage que nous conviait Baudelaire. Et ça, dans son compte-rendu des Fleurs du Mal, Barbet d'Aurevilly a fait preuve d'une clairvoyance extraordinaire. Et même à la fin de sa vie, lorsque Huysmans publie À rebours en 1884 aussi, où Barbet est un des protagonistes de la bibliothèque de Des-Esseintes. Pour quel livre? À rebours. Non, Barbet... Plusieurs de ses livres, Le Chevalier des Touches, Les Diaboliques aussi. Barbet se tient au courant de la littérature naturaliste, puisque Huysmans encore, à l'époque, était dans l'entourage de Zola. Et il faut voir que c'est un homme, Barbet, qui naît en 1808 et qui meurt en 1889. C'est-à-dire il a à peu près les dates de Zola? De Victor Hugo. De Victor Hugo, pardon. Oui, de Victor Hugo, qui naît en 1802, qui meurt en 85. Oui, ce sont 2 personnages qui traversent tout le 19e siècle. Et d'ailleurs, c'était son grand ennemi, car dans toutes ses critiques, Barbet n'a pas cessé de harceler Victor Hugo. Et il y a eu un volume, il a publié lui-même un volume séparé qui s'appelait Victor Hugo. Oui, en effet, il a démoli Les Châtiments, Les Misérables, alors qu'ils ont été en correspondance, en tout cas... sous la monarchie de Juillet. Ils se sont écrits. Oui. Et ils s'écrivaient amicalement. Oui. Et je crois qu'aussi Barbet a cherché aussi par tous les moyens à exister sur la scène littéraire. Il lui a fallu plusieurs décennies avant d'être reconnu à la hauteur de son importance littéraire. D'ailleurs, je pense que les critiques de Barbet... Si Barbet, comme vous dites, a des prémonitions, des jugements extraordinaires de prescience, et sans préjugés d'ailleurs, c'est ça qui est frappant. Oui. Sur Victor Hugo, il finit, je pense, par donner raison à la phrase de Talleyrand: tout ce qui est exagéré n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on lit le volume sur Victor Hugo, il est tellement injuste et que... Non ? Oui, quelquefois, Barbet s'emporte, oui. Mais... quand bien même il s'emporte, il y a une fougue quand même qui traverse son style, et c'est ça que l'on retient. Il s'en est pris aussi à Goethe. Qu'est-ce qu'il disait sur Goethe ? Il a beaucoup critiqué des romans comme Les Affinités électives. Mais est-ce que ça n'est pas une question de tempérament ? C'est-à-dire que Goethe était tellement calme, si je peux le dire. Oui, la figure de l'Olympien l'irritait un peu. Non. Il écrivait où, ces critiques ? Alors, il a été dans toutes sortes de revues. Il a été au Nain Jaune, il a été au Pays très longtemps, au Constitutionnel.
Mais Alors, en tout est-ce que cas, c'était, pardon sans- de vous interrompre, est-ce que c'était des journaux plus ou moins importants? Le Constitutionnel, je crois, l'était assez, mais... Oui, plus ou moins. Il a aussi eu beaucoup de problèmes avec les directeurs de journaux. Il est arrivé que les collaborations cessent, soit pour des raisons politiques. Il avait un royalisme échevelé. Il s'est mis toute une partie du clan légitimiste à dos. De quelle Euh, façon? Peut-être par ses excès, et de même que les catholiques aussi, il a fini par les irriter, et lui-même en avait aussi assez de leur étroitesse d'esprit, hein. Il y a eu quelques échanges avec Louis Veuillot, mais là aussi, là, ça tournera court. Il a tenté aussi de publier dans la Revue des Deux Mondes avec Bulloz, et puis il se retournera contre Bulloz, et ça fera l'objet d'un procès. Il y a une chose dans les critiques de Barbey qui est frappante, c'est, nous en parlions tout à l'heure, Charles Ficas, c'est son indépendance d'esprit, et vous citiez Stendhal. Or, pourtant, ce qu'il y a de frappant chez Stendhal, c'est il pourrait être considéré comme le contraire de Barbey. C'est un écrivain de gauche, c'est un écrivain républicain, c'est un écrivain qui a horreur du lyrisme, et pourtant, Barbey s'intéresse à lui alors que Stendhal n'est pas connu. Oui, mais ça, c'est toute l'intelligence du critique qui arrive à déborder ses propres goûts ou l'art que lui-même exprime dans ses propres œuvres. Et donc, Barbey, évidemment, a su apprécier Stendhal à sa juste valeur. Et il y a d'autres auteurs aussi qu'il affectionnait et dont on peut penser qu'il n'était pas forcément dans sa sphère intellectuelle. Je pense à Cervantes aussi, le Don Quichotte. Et il avait un côté Don Quichotte, contestablement. Il s'est beaucoup battu, et on le ressent dans sa correspondance et dans ses critiques aussi. Il se débat avec son siècle. Et Les œuvres et les hommes, c'est une œuvre comparable à celle de Sainte-Beuve, c'est-à-dire essayer de concentrer... C'est mieux. C'est peut-être mieux, mais en tout cas, c'est de concentrer tout son siècle, et même presque toute l'histoire de la littérature en une masse d'articles. Ça, c'est presque un projet encyclopédique. On est au 19e siècle, à l'époque des Littrés, des Ça Larousse. représente combien de volumes, Les œuvres et les hommes? Plus d'une vingtaine, dont la seconde moitié a été publiée par Louise Reed, qui avait été sa secrétaire confidente à la fin de sa vie. En fait, tout ça, est-ce que ça ne veut pas dire qu'au-delà du catholicisme dont nous parlions, du monarchisme dont nous parlions, Barbey n'avait pas une passion supérieure qui était la littérature, qui prévalait? Ah si, très certainement, oui. La littérature, le style, l'art, également le goût de sonder les êtres. C'est un très fin psychologue, il s'intéresse beaucoup aux moralistes des XVIIe et XVIIIe siècles. D'ailleurs, Et- lui-même est un peu moraliste à sa façon, car une autre partie de l'œuvre de Barbey qui est moins connue et que nous pourrions aborder, Charles Ficas, c'est ces notes qui s'appellent les mémoranda et qui sont souvent des notations de moralistes. Est-ce que vous voulez m'expliquer ce que c'est que ces mémoranda? Ce sont comme des rapports, des comptes rendus que Barbey a rédigés, d'abord pour certains de ses amis, comme Maurice de Guérin au départ, pour le tenir au courant de ce qu'il faisait. Et alors, ce sont des annotations très brèves, très sèches, de son emploi du temps. Ça a une modernité étonnante. C'est toujours, comment dire, accessible aujourd'hui. Il y a beaucoup d'œuvres du 19e siècle qui ne nous parlent plus, hein, qui sont d'un romantisme suranné. Mais chez Barbey, il y a toujours la force et l'élan du style qui le maintiennent parmi nous. Oui, je voudrais citer dans un des mémoranda posthumes et que je connais un peu, puisque, si je peux le dire, c'est moi qui l'ai édité, qui s'appelle Omnia, une phrase sur laquelle, de Barbey, une de ces phrases très frappantes et vives de Barbey dont vous parliez à l'instant, Charles Ficas, et dites-moi ce que vous pensez de celle-ci, qui est donc extraite d'Omnia. Le génie prend impatiemment des flèches de partialité dans tous les carquois. Aussitôt, cette évocation de la flèche me fait penser aux flèches qu'il dessinait sur ses lettres, dont il aimait aussi décorer ses manuscrits. Et il a été un tireur, presque un sniper, dirait-on aujourd'hui, des lettres, de la critique. Et ça, c'est un des traits de son génie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il admet sa partialité aussi. Il le dit.
Ah oui, mais il n'est pas dupe, hein. Il y a aussi une part d'humour dans ce qu'il écrit. Quelquefois, il s'est confié en se qualifiant lui-même d'Etna personnifié. On voit bien qu'il Il y a une part de comédie, il y a une oui, comédie de Barbet. comédie, et il ne s'exclut pas non plus du ridicule qu'il a décrit et mis en scène tant dans ses critiques que dans ses romans, finalement. Nous allons entendre un extrait de l'adaptation télévisée du Chevalier des Touches, un film de télévision de Jean-Claude Bonnardeau en 1966. C'est la voix d'Alice Sapritch qu'on entendra dans le rôle de Mademoiselle de Percy. Le Chevalier des Touches à Valogne. Et par la mort Dieu, pourquoi pas? Un homme qui a fait la guerre des Chouans et qui n'y est pas resté à la vie dure. Au lieu de débarquer à Granville, il aura pris terre à Fontbail ou au Havre de Carteret. Et il aura passé par Valogne pour retourner dans son pays, car il est, je crois, du côté d'Avranches. Mais pourquoi l'avoir quitté si vite? Moi, je l'aurais suivi, je lui aurais parlé. Suivi, parler. On ne suit pas un coup de vent. On ne parle pas à un homme qui est déjà très loin, quand on commence à le reconnaître. Et cela par le temps qu'il fait, ma chère sœur. Nous lui aurions offert une tasse de thé comme un ancien compagnon d'infortune. Et nous nous serions régalés de son histoire. Elle doit être curieuse si c'est celle d'un ressuscité. Où voulez-vous courir après le Chevalier des Touches? Vous parlez de Détouche, et voilà justement Aimé qui arrive. Quel jour sommes-nous? Mercredi. C'est vrai, c'est son jour. Attention, ne parlez surtout pas de l'apparition de Détouche. Aimé a beau être sourde, il y a des jours où sa surdité laisse passer des bruits. Aimé, c'est vous, mon Dieu, n'êtes-vous pas transi? Alors Charles Picard, qui est cette Mademoiselle de Percy dans le Chevalier des Touches? Je crois qu'il faut laisser la parole à Barbet d'Aurevilly lui-même, qui l'a décrit en ces termes. Mademoiselle de Percy avait été une des Amazones de la chouannerie. Elle avait plus d'une fois, sous des vêtements d'homme, servi d'officier d'ordonnance ou de courrier aux différents chefs qui avaient insurgé le Maine et voulu armer le Cotentin. Espèce de chevalier déon, mais qui n'avait rien d'apocryphe, elle avait, disait-on, fait le coup de feu du buisson avec une intrépidité qui eût été l'honneur d'un homme. Bien loin que sa beauté ou la délicatesse de ses formes pût jamais révéler son sexe, sa laideur avait pu même quelquefois effrayer l'ennemi. On reconnaît là la misogynie flamboyante de Jules Barbet d'Aurevilly. Mais en même temps aussi cette ambiguïté homme-femme, puisque Mademoiselle de Percy s'habille en homme, un peu à la manière de Mademoiselle de Maupin, on retrouve aussi le côté effrayant où il... ça fait aussi partie de la grande ambiguïté de Barbet d'Aurevilly, qui s'est jamais marié, qui était une espèce de dandy ambigu, enfin bon. Voilà, hanté par la figure de l'hermaphrodite. Oui. Alors Charles Ficat, venons-en à la correspondance de Barbet. Il laisse une correspondance générale très importante, n'est-ce pas? Ah oui, qui a été publiée en 9 volumes, presque 10 avec encore un volume complémentaire de lettres à Madame de Bouglon, une correspondance qui s'étale de près de 1832, du début des années 30 en tout cas, jusqu'à sa mort, jusqu'à 1889. Et donc là, chez Bartilla, vous publiez ces lettres à Trébucien qui, pour elle, vont de 1832 à 1858. C'est un gros volume. Est-ce que vous voulez me dire qui est ce Trébucien ? Alors, Trébucien est un personnage qui habite à Caen, d'abord libraire, et qui, à la fin des années 30, en 1839, devient conservateur adjoint à la bibliothèque de Caen. Bibliothèque municipale. Oui. Et ce Trébucien se pique aussi de littérature, fait œuvre d'éditeur, et il est aussi traducteur, orientaliste. Et c'est ce qu'on appellerait un érudit local aussi. Il écrit un livre sur Caen, donc il s'intéresse particulièrement à la Basse-Normandie. Tout ça, c'est un peu une histoire normande, car Barbet est normand. Oui, d'ailleurs, il le rencontre à Caen lors de ses études. Ils fondent même une revue ensemble.
C'est quand Barbey faisait du droit, comme oui. tous les bons écrivains. Ouais. Dites-moi, j'ai relevé les dates de Trébucien, qui est né en 1800 et mort en 1870, alors que Barbey est de 8 et est mort en 89. Donc Barbey était un peu son cadet. Oui, était plus jeune, Trébucien, donc avait 8 ans de plus. Il a été, on peut le dire, le correspondant, l'interlocuteur principal de Barbey au cours de sa vie. Il n'y a pas d'autres interlocuteurs, d'autres correspondants qui soient aussi importants. Comparable en volume et en qualité de lettres, non. Je crois que Trébucien a été l'éditeur, n'est-ce pas, de Barbey? Oui, Trébucien a édité plusieurs livres de Barbey d'Aurevilly, La bague d'Hannibal, une nouvelle de jeunesse, du dandysme et de Georges Brumel, Les prophètes du passé, le volume de poésie, avant qu'il s'intitule Poussière, dont nous parlions tout à l'heure. Et puis le premier mémorandum en 1856. Vous venez de citer un livre qui est devenu important. Je ne sais pas s'il a eu du succès à l'époque, vous allez me le dire, qui est du dandysme de Georges Brumel. Est-ce qu'on en a parlé? Oui, je crois qu'il a même été réédité après, par la suite, par Poulet-Malassis. Brumel était une figure en vogue. Il y a toute une anglomanie qui s'empare de la société française dans la première moitié du 19e siècle. Et la figure de Brumel a participé de ce mouvement, où bien sûr figure Byron, qui a été un astre considérable dans les lettres françaises. Charles Fiquin, comment est-ce qu'ils se sont écrits ces deux hommes aussi longtemps? Ça veut dire que Barbey, après ses études de droit à Caen, est parti pour Paris et a correspondu avec Trébucien? Oui, et puis sur l'ensemble de cette correspondance, donc, qui s'échelonne de 1832 à 1858, il y a une brouille de 4 ans qui va de 1837 à 1841, où là, il n'y a pas de lettres. Puis ils finissent par renouer. Barbey est à Paris le plus souvent. Quelquefois, il lui arrive à la fin d'être chez une de ses amies dans l'Armagnac, là, dans le Gers. Et Barbey tient au courant Trébucien de tout ce qui se passe à Paris, lui montre qu'il fréquente les salons, les salles de rédaction des journaux, le tient au courant de l'avancée de la rédaction de ses propres livres. Il lui fait un numéro, en quelque sorte, alors que l'autre reste à Caen, a une vie un peu triste. Il essaye de lui donner des conseils amoureux. Il était boiteux, non, Trébucien? Oui, en plus, le malheureux était handicapé. Mais oui. Donc, est-ce que vous direz que c'est une correspondance particulièrement intéressante dans le sens où non seulement c'est un portrait de Barbey, puisqu'il se raconte, mais c'est aussi un portrait de Paris, un portrait politique, puisqu'il donne des nouvelles à ce provincial de ce qui se passe à Paris, et aussi une correspondance esthétique? Ah oui, littéraire aussi. C'est une correspondance que l'on peut lire sur plusieurs plans et qui touche à plein de domaines. Bon, d'abord à la connaissance de la personnalité volcanique de Barbey d'Aurevilly, de ce que peut être la culture d'un homme de lettres au XIXe siècle. Et celle de Barbey est prodigieuse. Il connaît Shakespeare, la Bible, La Fontaine, mais avec une fréquentation intime qui nous stupéfait aujourd'hui. Il y a aussi la partie politique est très intéressante dans cette correspondance, je trouve, et on le voit, il y a des choses stupéfiantes, et d'ailleurs, à mon avis, par moments scandaleuses je n'oserais pas dire de sottise pour Barbey, mais enfin, par exemple, quand il relate le coup d'État du 2 décembre de Napoléon III à son ami Trébucien, il a des phrases où il s'emporte, il oublie qu'il y a eu des fusillés et des déportés. Il a cette phrase qui est, à mon avis, impardonnable, qui est la force et le droit du moment. Enfin, Bismarck ne l'aurait pas renié. Oui, mais c'est aussi un lecteur des fables de La Fontaine qui lui arrive très souvent de citer à Trébucien, et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et finalement, il observe ça. C'est pas un écrivain de dire ça. Non, c'est pas un écrivain de dire ça, mais c'est bon, à son ami Trébucien, il fait œuvre de moraliste. Là aussi, il décrit simplement la société des hommes telle qu'elle est. Il prend parti, mais on sent aussi que sur le plan politique, Barbey tâtonne. Il essaye aussi de s'en sortir. C'est quelqu'un qui n'a pas le succès auquel il aspire, et donc finalement, toutes les fenêtres
sont susceptibles de l'attirer. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que montrent aussi ces lettres de manière d'ailleurs touchante, c'est une forme d'hystérie chez Barbey? C'est-à-dire qu'on réserve l'hystérie aux femmes, mais est-ce qu'il ne serait pas un cas d'hystérie masculine? Zola l'appelait le catholique hystérique. Ah oui, mais Barbey, dans les lettres, évoque souvent le vortex. Et il écrit, par exemple, le 25 août 1853, à Trébucien, « Vous devez penser, en ne voyant pas arriver de lettres de moi, que le vortex me dévore. Et vous avez raison, très cher ami. » Oui, c'est ça. Et ça n'arrête pas. C'est tout le temps. Les conclusions des lettres aussi sont démesurées. C'est « Yours forever »,« Hasta la muerte ». Et puis, quand on voit comment cet échange se termine finalement sur une forme d'incompréhension, cette amitié qui s'effiloche, qui se... C'est pas qui se brouille non plus, mais il y a un éloignement, une lassitude de part et d'autre. On se dit, c'était bien la peine d'écrire tout ça, mais il en reste le mouvement primordial et l'élan exceptionnel. Et un volume remarquable de correspondance. Un jour que, après sa mort, un critique attaquait Barbey d'Aurevilly, Rémy de Gourmont a pris sa défense dans un article féroce et enthousiasmant du Mercure de France. Il est intitulé « Les critiques du jour ». Le critique était illustre. C'était René Doumic, directeur de la Revue des Deux Mondes, membre de l'Académie française, commandeur de la Légion d'honneur. Gourmont écrit « Le principal argument de M. Doumic contre le talent de Barbey d'Aurevilly est qu'il ne s'appelait pas d'Aurevilly. » Gourmont s'interrompt, pose une note en bas de page et précise « C'est entièrement faux, naturellement ». Puis il reprend « Mais si M. Doumic ne s'appelait pas Doumic par hasard, s'il avait nom Ratapoil ou Crinquebille, en aurait-il moins de génie ?» Gourmont poursuit en citant tous les clichés que l'on trouve dans l'article de Doumic. En voici quelques-uns. Caresser un projet, flatter la vanité, revenir à la charge, percer à jour un projet, mettre la prudence en éveil. Et Gourmont finit par 2 phrases enchanteresses. Il dit « Quels singuliers écrivains, et voilà nos juges ». Je le répète souvent, quand je vois les sottises que peuvent écrire des critiques qui se croient importants, et aussi ignares que de mauvaise foi, aussi bêtes que mauvais écrivains, et qui ne sont qualifiés pour être critiques que parce qu'on les paye pour cela. Et voilà nos juges. Ce sont le genre de personnes qui déprimaient parfois un homme aussi fougueux que Jules Barbey d'Aurevilly, et lui faisaient écrire dans ses mémorandas « Les autres me gâtent tout ». C'était Secret professionnel, le 83e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de Giuseppe Pennone à Versailles. Réalisation, Ghislaine David. Attachée d'émission, Catherine Donnet. Prise de son, Jean-Michel Bernot. Dans un instant, Villemonde. Pourquoi votre avertissement tout à l'heure de ne pas parler de l'apparition du Chevalier des Touches? Parce qu'il y a dans leur vie à tous deux un épisode secret qui a dû se dérouler après l'expédition des 12 pour délivrer le Chevalier. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'enlèvement de Destouches? Vaguement. Le Chevalier l'a raconté brièvement à Londres, mais pas devant moi. Et cela fait si longtemps, 20 ans. Je me souviens qu'on l'avait surnommée la Belle Hélène. Voilà bien les bons mots de l'émigration. Pendant que vous chassiez le renard sur les terres du duc de